Prof Entrepreneur, le podcast des profs qui entreprennent sur le web. Bonjour et bienvenue à toi si tu nous rejoins pour la première fois. Nous allons partir à la rencontre de professeurs qui sont devenus des entrepreneurs inspirants et qui ont utilisé le pouvoir du web dans leurs projets. Aujourd'hui, c'est Lydie. Lydie, c'est l'illustration que la motivation, elle abat tous les obstacles. Professeure d'art plastique, elle est devenue aujourd'hui éducatrice d'agents conversationnels. Des beaux-arts à professeur de lettres, puis professeur d'art plastique, en passant par un master en cinéma, Lydie nous raconte comment elle est passée de l'une à l'autre de ses activités. Elle revient sur son parcours d'enseignante et comment elle a démissionné et s'est reconvertie en quelques semaines suite à une série d'événements, notamment l'histoire de Charlie Hebdo, et à son sentiment d'inadéquation au système. Donc dans cette interview, on va parler de profs et antidépresseurs, de l'importance de l'entourage, du sentiment d'insatisfaction versus le sentiment d'accomplissement, de l'histoire d'être une femme et de se reconvertir, de l'entrepreneuriat. Lydie va nous partager aussi comment sa motivation à quitter lui a fait décrocher un concours en finance malgré une gastro et sans presque aucune préparation. Elle va nous donner ses conseils pour pouvoir se reconvertir de la meilleure façon. Comment valoriser son CV de prof, même si on n'a fait que ça dans sa vie pro. Et comment ne pas se laisser enfermer à cause d'une croyance limitante. Par exemple, être littéraire ou bien scientifique. Et enfin, Lydie va nous expliquer comment gérer le fait de quitter la sécurité de l'emploi et cultiver cette force d'apprentissage pour gérer le changement. Pour conclure, nous parlerons de l'opportunité de lancer un projet parallèle grâce au web et notamment de se former à distance et de pouvoir tester son projet sans prendre de risques. Je vous laisse maintenant en compagnie de Lydie pour écouter son parcours. Je suis très heureuse de recevoir Lydie. Lydie, tu es éducatrice d'agents conversationnels. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et te présenter un petit peu ? Alors oui, moi je suis un ancien prof d'art plastique qui s'est reconverti dans le digital et je viens de me spécialiser dans le digital, dans le développement et la mise en place d'agents conversationnels, donc ce qu'on appelle aussi des chatbots, qui vont être des petits programmes informatiques qui viennent se plugger sur des sites ou sur des réseaux sociaux et qui peuvent répondre à des questions simples. Vous en avez beaucoup dans le secteur bancaire, dans le service à la personne et le service après-vente. Et nous, on est en train de se spécialiser plutôt sur le e-commerce. D'accord, donc toi, tu les éduques, ces petits robots-là. Qu'est-ce que tu fais ? Alors, en fait, l'idée, c'est que moi, je vais designer leur cerveau, entre guillemets, c'est-à-dire je vais leur apprendre à parler, je vais leur apprendre à répondre, je vais leur apprendre des vocabulaires techniques, je vais créer des parcours d'échange avec les utilisateurs. Et du coup, par exemple, Léa, en ce moment, elle apprend à convertir les tailles américaines en tailles françaises. D'accord, donc rien à voir avec l'éducation nationale. Si l'idée, c'était d'éduquer des gens un petit peu. Juste, ouais, voilà, il reste plus que t'as gardé juste éducatrice, puis t'as enlevé tout le reste. J'ai enlevé ce que j'aimais pas. Alors, justement, est-ce que tu pourrais un petit peu nous retracer, parce que là, on est vraiment très très loin du monde de l'éducation nationale. Est-ce que tu pourrais nous retracer un petit peu d'où tu viens, quel était en fait ton poste exactement, enfin et ta situation à l'époque. Donc, tu vas nous dire il y a combien de temps aussi, et puis voilà, qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu as quitté la maison? Alors, moi, je suis rentrée dans mon parcours post-universitaire par les Beaux-Arts. Oui. Les Beaux-Arts, ensuite j'ai eu un profil double compétence licence littérature et cinéma. Je suis rentrée dans l'enseignement une première fois en tant que professeure de lettres. Ah oui, d'accord, par une autre porte. Par une autre porte pour du remplacement. Ça m'a permis de financer une partie de ma fin d'études en master en cinéma. Ensuite, je suis partie faire complètement autre chose. J'ai rencontré mon mari qui était étudiant en fac d'art plastique. Et on s'est dit, pourquoi pas tenter. Enfin, moi, j'adore étudier, donc on s'est inscrit à la fac pour passer un master 2 de recherche en art plastique. Et en même temps, on a tenté le concours en candidat libre. Oui. Et on a eu du premier coup. Tous les deux, en couple. Ouais. D'accord. Donc, vous avez commencé ensemble votre carrière dans l'éducation nationale, alors? C'est ça. Alors, moi, j'étais en privé sous contrat, donc il y avait 13 postes. Donc, on ne s'attendait pas à en avoir 2 d'un coup.
Et du coup, après, on a connu les problématiques de tout le monde, hein, c'est-à-dire les établissements très loin du domicile, chacun d'un côté de la région. Ouais. Les établissements difficiles, parce que j'avais eu une très bonne année. Et donc, du coup, bizarrement, quand vous avez des très bonnes notes, vous êtes muté en REP. Ça existe Ouais. aussi sous contrat, hein, quand on pense qu'on a des super élèves. C'est un peu un mythe. Hein. Ça dépend où. Ça dépend vraiment où. Ouais. Donc voilà, je me suis retrouvée en lycée pro à faire des arts appliqués. Ensuite, j'ai l'avantage d'avoir un profil littéraire et cinéma qui m'a permis de revenir sur des cours de lycée. Ouais. Et du coup aussi de récupérer des cours en prof hors contrat dans des écoles de cinéma. Donc je faisais de la 6e au BTS. J'avais D'accord. 20 classes. Tu as vraiment touché un petit peu à tout. Ouais, j'ai vraiment Critique. touché à tout. Hmm. Ouais, c'est peut-être le défaut. J'ai touché à plein de choses très vite. Et du coup, le truc qui m'intéressait ensuite, c'était la grègue. Et comme j'avais pas assez d'ancienneté, on me l'a refusé en préparation interne. Ah oui. Parce que je savais pas, je pensais qu'on pouvait s'inscrire à la prépa interne comme on voulait. En fait, non. À l'époque, il fallait être validé par l'établissement. Donc un peu frustrée alors du coup. Ah ouais, complètement frustrée. Donc ça arrive en septembre et je suis partie en janvier. Ah oui, alors c'était suite au refus de pouvoir évoluer un petit peu en fait. Alors il y a eu ça et puis je pense que j'ai pas le mindset pour rentrer dans l'éducation nationale. Moi, j'ai jamais eu de problème avec les élèves. Hein. J'avais des élèves qui avaient 18 ans en 3e et qui venaient à l'école en voiture. Ah oui. J'ai eu des élèves que la BAC est venue chercher, donc pas des établissements faciles, mais je trouvais qu'on pouvait discuter avec eux et que ça pouvait se régler dans la classe. Par contre, l'administration, je ne sais pas comment le régler. D'accord. C'était plus le cadre hiérarchique qui te posait problème plutôt que le public d'élèves en fait. Ouais, ça, et puis le côté peut-être un peu corporatiste de certains éléments, enfin, la hiérarchisation des matières. L'immobilisme aussi, peut-être un peu des. Ouais, c'est pas fait pour moi, quoi. D'accord. Tu as très vite senti finalement, parce que si tu as pris ta décision rapidement, en quelques mois. Ouais. Et Après, je pense que en fait, c'est des déclics qui font qu'on passe le pas. ouais. Mais en vrai, c'est pas anodin, en fait. C'est des pressions dans certains établissements. J'ai fait des très bons établissements et des établissements moins bons. Ouais. Et ceux que j'ai moins bien vécu, c'est les très bons établissements où du coup, il y a une espèce de manière de gérer l'intrusion du parent à l'école qui est particulière. Ah oui. Et voilà, moi, ça a été une suite de déclics. J'ai des parents qui ont dit que j'étais raciste sur un élève. Et du coup, pas de soutien à ce moment-là. Tout d'un coup, seul face aux parents. Alors, le directeur a été génial, mais le responsable de niveau pas. Et du coup, c'est hyper infantilisant, en fait. Et je me rappelle même avoir répondu à une maman, si vous voulez, on appelle ma mère. Dans quel cadre ça? C'était. En fait, il y a un élève qui a dit qui a dit que j'avais dit qu'il était mort pour moi, etc. Et que j'étais rentrée dans la classe en disant ça. Et ce jour-là, c'était le jour de la photo de classe. Donc, je ne peux pas rentrer dans la classe à ce moment-là. Et surtout, je suis la seule matière où je ne rentre pas dans la classe. C'est eux qui viennent chez toi. C'est toujours eux qui viennent chez nous. Ah oui, c'est raté. Du coup, le parent, il vous maintient mordicus qu'il n'y a pas de mensonge. Et en fait, c'est tellement absurde que la seule réponse que vous avez, c'est bah oui, ma mère, elle aura exactement la même démarche que vous. C'est surréaliste. Tu t'es sentie dans un monde surréaliste, en fait. Ouais, franchement, un monde surréaliste où en fait, du coup, puis il y a une inadéquation aussi avec un système qui dit, je trouve qu'on normalise tout le monde. Et il y a des choses qui sont des aberrations pour moi. Enfin, ouais, non, il n'y a rien qui était fait pour moi. Les conseils de classe, je pétais les plombs parce que je ne comprenais pas qu'on reproche à un élève d'être timide. Pour moi, ce n'est pas une compétence. Ils ne lèveront jamais la main parce que vous êtes. Enfin, on ne se rend pas compte de la pression qu'il y a dans les classes aujourd'hui avec l'arrivée d'Internet et le fait d'être tout le temps. Ah oui, ouais. On ne le dit pas, c'est ça. Dans les classes, il y a des écarts sociaux énormes. Donc, suivant votre culture, vous n'allez pas lever la main et vous ne participerez pas et ça ne servira à rien de sanctionner l'élève. Enfin, voilà, rien n'était fait pour moi, quoi. Tu te sentais intruse de A à Z. Ouais. J'arrivais à m'adapter à rien, en fait. Tu n'avais pas peur quand même de quitter en te disant je recommence à zéro, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, comment? Comment tu as fait la transition? Est-ce que tu as préparé ton départ? Est-ce que tu es partie puis ensuite tu t'es posé les questions? Comment tu as… Non, ça a été hyper vite. Il y a un jour, je suis rentrée. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo.
Je suis Oui, prof 2015. Donc, Ouais, ben voilà, donc ouais. ça va faire 5 ans. Il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je suis prof d'art plastique, je me suis dit, bon, en fait, tout le monde me dit, élèves, enfants, profs, parents, que c'est normal qu'on soit tué pour un dessin, alors que tout le reste de l'année, on me dit que les arts plastiques, ça sert à rien. Hmm. Le Et en contexte, fait, c'était… ouais, mon cerveau, il a dit, mais en fait, j'ai plus rien à faire là, quoi. Enfin, on marche sur la tête. Et le vendredi soir, je sentais que j'y arrivais plus et j'ai dit à mon mari, si j'y retourne, lundi, je serai un mauvais prof. Ouais. Alors, sa réaction? Il m'a dit, OK, j'appelle. Et lundi, c'est lui qui a appelé parce que je me suis dit, moi, je suis très sensible à la pression, à l'affect. Ouais. Donc, si vous dites oui, mais on va pas trouver de remplaçant, oui, mais voilà, je vais me forcer. Et, La et du culpabilisation, un petit peu. ouais, moi, ça marche très, très bien sur moi, ça. Et du coup, ouais, ça a été le déclic. Je suis allée voir ma médecin traitante qui a été géniale, qui m'a dit, bon, avec votre passif, parce que j'ai une histoire familiale pas simple, on a tendance à se dire, bon, on la met sous antidépresseur, ce que je pense beaucoup d'enseignants vivent. Ouais, c'est vrai. On fait partie, si on regardait les statistiques, on doit faire partie de la population qui est bien, bien médicamentée. On n'a pas de médecine du travail non plus, en plus, par-dessus le marché. Donc, C'est ça. Voilà, le fait qu'on n'ait pas de médecine du travail, ça veut dire qu'en plus, on peut prendre. Enfin voilà, il n'y a rien qui remonte et c'est pratique pour tout le monde. oui, voilà, ça passe comme une lettre à la poste. C'est ça. Alors qu'avant, on avait quand même nos propres hôpitaux psychiatriques. Si on remonte un peu dans l'histoire, il y a 50 ou 60 ans, on avait nos propres sanatoriums. Donc quand on dit le métier était mieux avant, je pose certaines questions. Et voilà, et du coup, en fait, j'ai été arrêtée 3 mois et pendant ces 3 mois, j'ai été hyper suivie par mon entourage proche. Ouais. Donc, mon frère qui a 10 ans de moins que moi et qui est développeur informatique et mon mari. Et ma psy. Et les 3, ils m'ont dit, bon, qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans votre parcours? Des mathématiques, ok, on s'inscrit en finance. Et du coup, c'est des concours. C'est vrai? C'est Ouais, sérieux? ouais. Non, non, mais oui. Ah d'accord, donc vraiment, vraiment touche à tout. Hein. Ouais. Même pas peur. Alexandre, il m'a accompagné. On a fait 2 ou 3 écoles. On a pris celle qui avait l'air la plus dure. On s'est dit, OK, on y va. On arrive là-bas le 14 février. Je m'en rappelle parce que j'ai passé mon concours avec une gastro. Et mon mari, dans la voiture, il me dit, c'est simple. Si tu vomis entre la voiture et l'école, je ne t'emmène pas. Et je me suis dit, mais si j'ai pas ce concours, il faut que j'y retourne en septembre, en fait. Ouais. Et du coup, là, motivation maximale alors. C'est ça. Et en fait, j'ai vomi entre les quiz. Oh là là. Et le directeur, ça l'a fait beaucoup rire parce que du coup, quand il a fallu se présenter, parce que moi, je passais. Donc, on avait 2h30 de quiz le matin sur de la finance, des mathématiques, de la littérature et de la logique. Et en fait, j'ai planté l'épreuve de littérature, mais pas l'épreuve de logique. Alors ça. Genre, je me rappelais plus du siècle de Picasso, ce qui pour un prof d'art plastique est bizarre. Et les mathématiques, t'avais pas révisé, t'y es allé comme ça? Ouais. D'accord. Donc, en fait, j'avais pas vraiment eu le temps parce que si tu regardes, j'ai dû quitter l'éducation nationale en arrêt maladie fin janvier et le concours était le 14 février. Ouais, vraiment très très court. Hein. Chapeau Donc, bas. Hein. Tu l'as eu donc? Ouais, du coup, je l'ai eu et le directeur, le jour de la rentrée, il a traversé les élèves pour venir me serrer la main en disant mais vous êtes la représentation que quand on veut, on peut quoi. Ah ouais. Bah oui, ça, c'est difficile de faire plus difficile. Après, j'ai des facilités. Hein. Tu es scolaire, tu apprends, tu mémorises rapidement et. Ouais, je suis pas scolaire, mais je mémorise rapidement. Et du coup, la motivation étant aussi très forte. Voilà, Puis j'ai une éducation où l'échec n'est pas permis. Hein. Et du coup, en fait, ton mental est vraiment là. En fait, on voit vraiment la puissance du mental dans ton parcours. Quoi. Ah, mais pour moi, c'est ça. Enfin, il y a un moment donné. Après, voilà, moi, j'ai eu l'avantage de faire les Beaux-Arts, qui était une éducation à la marche ou crève. Mes parents, avant, ils m'ont inscrit au piano et à la danse classique, où c'est le même mindset. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas le problème pour moi, il n'est pas être prof ou être n'importe quoi. C'est vraiment à un moment donné. Votre mental qui fait que quand vous parlez à des sportifs, on vous dire ok là je sentais plus mes jambes mais je continue à avancer. Pour moi, en tout cas dans ce que je me suis appliqué, c'est la même chose. C'est à un moment donné, l'objectif il est là. Toi tu es à telle position derrière cet objectif et personne va venir te chercher pour y aller. Tu ne laisses pas en fait le choix de rater, tout simplement. Tu vas réussir ou réussir quoi. Ah oui c'est ça. Mon père il m'a élevé avec l'échec n'est pas permis quoi.
Ça te met pas trop de pression? Comment tu la vis, toute cette pression En fait, c'est pas de la pression, c'est de l'insatisfaction, le truc dur à vivre. La frustration par rapport à quoi, du coup? Déjà parce que quelque part, tu n'es jamais satisfait. Si tu regardes, si les gens regardent mon LinkedIn, 5 ans de reconversion, 5 entreprises différentes, un truc comme ça. Ouais. 5 disciplines dans le digital complètement différentes. Donc maintenant, je fais des data science qui n'ont rien à voir avec les arts plastiques. Ouais. Donc voilà, c'est à un moment donné, qu'est-ce qui va faire que tu te sens accompli? Et du coup, alors, est-ce que tu as la réponse à ça aujourd'hui? Je pense qu'il faut choisir un domaine qui est, pour moi ou pour les gens qui veulent se reconvertir, il faut vraiment choisir un domaine qui les fait vibrer. Il y a je sais plus qui disait si vous aimez votre travail, vous n'aurez jamais l'impression de travailler. Oui. Moi, je fais toujours beaucoup d'heures. Je serais incapable de dire si j'en fais plus maintenant qu'avant. J'en fais sûrement plus parce que le champ est extrêmement vaste. Et tu te sens à ta place là aujourd'hui? Ouais. Moi, là, je monte ma propre entreprise, donc oui. Oui. En fait, tu as le mindset d'une entrepreneur aussi, il faut dire. Finalement. C'est ça. Je pense que j'organise. Après, voilà, j'ai été hyper soutenue. C'est génial d'avoir un mari qui vous dit, OK, tu fais un prêt. Voilà, j'ai fait de l'alternance, j'ai trouvé un patron. C'est aussi des gens, c'est des rencontres. J'ai travaillé chez Mods, qui est un pure player. J'ai rencontré Thierry Fléché, qui avait la même culture de il faut être dans la performance, et du coup, qui m'a permis d'apprendre très vite parce qu'il était derrière moi. J'ai travaillé à Accenture Interactive, j'ai eu des managers aussi, pareil, qui m'ont fait confiance sur la courbe d'apprentissage, où je me suis retrouvée. Je pense qu'il y a des moments, ils se sont inquiétés parce que je me suis retrouvée face à des choses que je connaissais pas forcément et qu'il fallait que je présente à des clients 3 semaines après, quoi. Tu avais des défis, mais finalement, c'est ça qui te fait avancer, toi. Ouais, c'est ça. Et du coup, alors, on en était resté au fait que tu avais passé ce concours le 14 février, à peine quelques semaines après être sortie de l'éducation nationale. Et après ça, donc, du coup, ce que tu disais, c'est que tous les ans, tu as évolué dans cette différentes branches du digital, c'est ça, depuis 2015? C'est ça. Donc, j'ai fait d'abord de la finance chez un pure player. Ensuite, j'ai fait une spécialisation e-commerce, toujours en alternance, parce que j'avais pas les moyens de payer mes études. Et que je pense que j'ai beaucoup, beaucoup appris en alternance. Et ensuite, du coup, j'ai fait différentes typologies d'entreprises et l'objectif, je pense qu'à terme, c'est de quitter la mienne. Mais après, vous avez toujours un peu le syndrome de l'imposteur parce que vous êtes une reconversion. Quand vous arrivez face à un client et vous lui dites oui, alors j'ai été prof d'art plastique pendant 10 ans presque. C'est un handicap? Alors, je pense pas, parce que moi, ça les fait sourire. Donc, ça a été un handicap au début parce que dans la mentalité française, tu peux pas être littéraire et statisticien. Tu déroutes. On ne sait pas où te mettre. En quel cas tu peux mettre. Je me rappelle d'un entretien, on m'a dit mais du coup, vous savez lire et compter. D'accord. Et comment tu fais face à ce genre de réflexion alors? Déjà, aujourd'hui, les neurosciences ont démontré que cerveau droit, cerveau gauche, ça n'existe pas. Oui, et que je pense que malheureusement, ils sont que le produit de l'éducation nationale. Le moule, dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Un élève, il peut pas être. C'est très compliqué, un élève qui est bon en tout. Oui, c'est vrai. On aime bien classer nos élèves. On aime bien dire que celui-ci est littéraire, celui-ci plutôt scientifique. Et ceux qui sont ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, ou je ne sais pas comment, ils ont du mal à trouver leur place. Déjà dans les options à choisir. Et puis par la suite. Ouais, voilà. Moi, j'ai quand même fait un bac spécialisation maths et arts plastiques. Donc, j'avais le même coefficient. J'avais 8 de coef en mathématiques. Et plus qu'en littérature, du coup. Ouais, finalement, tu avais déjà cette fibre scientifique en fait, présente. Quand j'étais petite, il y a une prof de primaire qui m'a condamnée pour les mathématiques, qui a dit à mes parents de toute façon, Lydie, elle s'en sortira jamais. C'est terrible, hein. Et ma mère a pris le cahier qui s'appelait les 1000 problèmes à l'époque, qui était un espèce de cahier où il y avait 1000 exercices. Et du coup, et il se trouve que c'était pas Bled qui faisait ça d'ailleurs. Ça me rappelle quelque chose. J'ai dû avoir le même. Et du coup, en fait, moi, je connais le fait. Enfin voilà, du coup, comme j'ai été classifiée très vite, mais que j'ai toujours fait des maths. Ma mère m'a jamais coupé de la logique, ou mon père non plus. Mon père était bon en maths, donc il fallait être bon en maths. Oui.
c'était l'entourage familial qui t'a soutenu à ce moment-là, qui t'a encouragé à te rester ouverte à toutes les disciplines, à Ouais, toutes c'est les ça. possibilités finalement. Puis ma mère en avait beaucoup souffert, c'est pareil. Donc forcément, on avait dit qu'elle était littéraire. Ma mère aujourd'hui fait de la comptabilité analytique. C'est un peu le même profil, ouais. Tu as le même profil, hein. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'ai eu quelqu'un qui a… Voilà, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont éduquée à se dire on est un individu, c'est pas grave. Ça fait le pendant de la hiérarchie, c'est compliqué pour moi. Mm. Mais en contrepartie, si je veux quelque chose, j'ai appris que si je me donnais les moyens, c'était possible. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi dans toutes ces années où tu as traversé, où tu as changé pas mal de voies et tout ça, quand tu as quitté l'éducation Alors non, je nationale? changer de voie, c'est la solution. Ce qui est dur, c'est… il y a juste un moment où quand vous dites aux gens, je vais quitter l'éducation nationale, on Ouais. dirait que vous êtes en train je sais pas, c'est T'as abordé le sachant… navire? Ouais, il y a ceux qui vous disent, ah bah oui, mais si les profs qui y croient, ils s'en vont, il va plus rien rester, donc culpabilité. Mm. Ceux qui ont Ah l'impression que oui, c'est facile. l'idée que tu es un bon prof, donc reste, on a besoin de toi parce que sinon c'est la galère, quelque chose comme ça? Ouais, et puis c'est surtout que voilà, c'est des choses que vous allez entendre. Et puis voilà, moi j'avais beaucoup de classes, donc trouver un profil qui pouvait remplacer avec cette spécialité histoire des arts que j'avais validé avec des certifs, machin, c'était complexe. J'avais un super bon rapport avec une inspectrice qui était pourtant pas évidente. Ouais. Donc voilà. Donc en fait, ça se passait bien à peu près, enfin sur le plan professionnel, et donc il n'y Ouais, avait pas de raison que ça se passait bien. tu démissionnes, quoi, Ouais, c'est ça. Je pense que sur le c'est papier. arrivé très vite. Mm. Et puis même pour les gens, enfin trouver du travail, c'est pas simple. Enfin, c'est ce qu'on lit. On traverse tous la même chose quand on veut se reconvertir. C'est bah oui, mais tu vas quitter une sécurité de l'emploi, tu vas quitter un travail où en théorie tu fais que ce nombre d'heures-là. Ouais. En Et, théorie, hein. Ouais. oui, c'est bien en théorie. Parce que ça a bien changé, ça aussi. C'est voilà, ça reste quand même fonctionnaire, un statut dans la société qui paraît simple pour pas mal de choses. Et puis j'avais un prêt, donc ça veut dire que je me relance avec des études en ayant un prêt. Il y avait Euh, une insécurité financière de nouveau. Comment tu ouais, as ouais, géré ça? Ça t'a pas arrêté, ça? pas du tout. Non. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui dirait, ouais, mais moi, je sais que enseigner, je sais pas faire, j'ai rien fait d'autre, je vois pas trop comment je pourrais m'en sortir, je sais qu'enseigner. On le dit souvent, ça, je l'entends très souvent. Qu'est-ce que tu as envie de dire à une En personne? fait, moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que les gens qui sont dans la formation ont du mal à se relancer dans de la formation. Ouais. C'est-à-dire quand on explique à un prof que peut-être pour se reconvertir, il va falloir se reformer, ça le tend énormément. Ouais. Et je trouve ça étrange quelque part. Enfin voilà, il y a ça. Et en plus, enseigner, c'est plein de sous-compétences Ouais, c'est euh, vrai. qu'on pourrait appliquer à d'autres métiers. Moi, il y a plein de profs de français desquels j'ai parlé de community management, de rédaction. De, mais je pense que c'est le blocage, il est parce qu'on n'est pas prêt. Pour moi, il y a vraiment un temps pour tout. On Et se je trouve pense des que excuses, tu veux dire, jusqu'au moment où on sera vraiment prêt, c'est ça? c'est ça. C'est même pas se trouver des excuses, c'est que l'incertitude est tellement grosse que ça nous fait peur. Et que pour moi, tant qu'on n'a pas passé l'étape de ça me fait peur et que le besoin remplace la peur, c'est complexe. Hmm. Et je pense que voilà, les gens qui, je sais pas si c'est se trouver des excuses parce que ce serait un peu jugeant, Je je dis serais pas vraiment ça, je dis ça vraiment avec beaucoup de bienveillance, hein, parce que non, non, bien je sûr, pense mais que voilà, en que reformulation, moi-même, je suis il y a passée peur, par quoi. là. Je veux dire, tu sais, sortir de sa zone de confort aussi, dans le sens que on est bien là, on est fonctionnaire, on a fait nos petites études, on est installé dans une espèce de routine, même s'il y a des choses qui nous dérangent. Est-ce que ça sera, la motivation sera assez forte pour aller tenter de recommencer, en fait, de retourner à zéro, d'être un élève de nouveau ailleurs, quoi, en fait. C'est peut-être un peu Il y a ça. ça, et puis il y en a, ils sont juste jamais sortis de l'éducation. Oui, Moi, rentrer c'est pas directement. mon cas. Hmm. Moi, j'ai fait plein de jobs pour payer mes études et je pense que déjà, ça a beaucoup joué. C'est ce que je disais quand les gens me disaient tu vas pas t'en sortir. Je fais bah déjà, il y a les prêts étudiants. Donc, les prêts étudiants vont me servir à payer mes prêts. Ce qui est enfin, ce qui paraît couillon, mais du coup, effectivement, alors il y a des gens qui peuvent peut-être pas, attention, c'est mon cas et il ne s'applique qu'à moi, mais moi, Oui. j'avais calculé que grâce à l'alternance, j'arriverais à m'en sortir. Et en plus, l'avantage, c'est qu'en ayant financé une grosse partie de mes études, j'arrivais à gérer des budgets qui étaient Ouais. beaucoup plus serrés. Hmm. Et par Donc, rapport à alors à l'époque quand tu as quitté, est-ce que tu avais déjà des responsabilités familiales? Est-ce que tu avais
Parce que Moi, parfois, je veux pas d'enfant. t'avais Donc, pas la encore. Est-ce que question de la ça peut aussi faire peur responsabilité. de se dire, je vais recommencer des études dans autre chose et puis j'ai ma famille à côté, j'ai des responsabilités, ça peut peut-être aussi être un blocage. Ouais, après, pour moi, quand je vois ça, c'est souvent aussi parce qu'on a encore du mal à. Enfin, faut pas oublier un truc, c'est que dans la population enseignante, il y a combien? 70% de femmes Ouais, dans les 80 même statistiques. peut-être. Voilà, ma première idée est 80, je me suis dit pondère un peu parce que si on prend peut-être les cadres ou tout ce qui va être CPE, etc., il y aura peut-être plus Oui. d'hommes. Mais du coup, effectivement, c'est une vraie problématique parce qu'aujourd'hui, ça incombe beaucoup plus à la femme. Oui, Donc, il faut c'est vrai. concevoir que ça, ce soit un réel frein. Après, venant du digital, aujourd'hui, vous pouvez vous faire certifier dans plusieurs matières. Et je sais que c'est dur, mais ce sera beaucoup moins cher à distance. Mm. Donc, C'est vrai. voilà. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment pour ça que je pense qu'il y a vraiment ce petit pas à passer de ça me fait peur à en fait, non, j'ai envie de faire autre chose ou même rester enseignant. Moi, j'ai vu des gens monter des écoles complètement hors contrat parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, le statut d'enseignant donne le droit de monter ses écoles. À Avec un partir bac plus 5, il me semble, il y a quelque chose une restriction non, il sur. faut bac plus 5 plus 5 ans dans l'éducation nationale, quel que soit le statut. Ça a été réformé il y a 2 ans, ça. Parce qu'il ne D'accord. faut plus de non professionnels. Ce qui est pourquoi pas. Mais du coup, voilà, il y a plein d'opportunités. Après, c'est que toute cette recherche demande de l'énergie et c'est pour ça que je pense qu'il faut passer l'étape peur. Moi, en fait, pour moi, c'était de la survie. Oui. Toi, tu n'avais pas cette peur parce que la motivation était plus forte que tout, quoi, pour te sortir. Bah Puis, ouais, c'est ça. Et puis c'était plus possible. Je pouvais pas m'imaginer. Enfin mm, voilà, aujourd'hui, je donne des cours à nouveau pour des masters. Donc déjà, c'est plus tout à fait le même public. Mais demain, on me proposerait un CDI d'enseignant, je le prendrais pas. non. L'enseignement, oui, mais avec les agents conversationnels. Oui, mais même sans là, en fait, si je veux plus que quelqu'un me. Enfin, moi, j'ai un vrai problème avec la hiérarchie et du coup, Mm. avec l'intégration dans un système. Là, je fais des cours complètement inversés. Enfin, voilà, c'est. D'autres pédagogies, pas que tu n'aies pas de compte à rendre sur le moindre de tes actes par rapport à ce que tu prends comme initiative, quoi. C'est ça. Et moi, ce que j'aimais, c'est que ça se passe en classe, en fait, et pas forcément. Enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on passe plus de temps à gérer ce qui se passe en dehors de la classe que Mm. à gérer ce qui se passe dans nos cours. L'administratif, les comptes rendus, les réunions, ça prend énormément de temps et d'énergie aussi, c'est vrai. Beaucoup de Oui, puis collègues. voilà, moi, quand j'avais 26 classes, Enfin voilà, je me rappelle d'un des trucs qui a été un déclencheur, c'est un CPE qui me dit, ah mais du coup, tu vas pas à ces réunions, va y avoir sanction. Et en Mm, fait, ça m'a fait péter les plombs. Enfin, t'es qui pour me dire que je vais avoir une sanction? L'infantilisation dont tu parlais tout à l'heure. L'infantilisation perpétuelle, c'est pas possible. Et voilà, et j'ai eu des difficultés, même après, pendant ma formation, avec certains profs. Hein. Je me suis fait traiter d'insolente. Par un Hors prof. norme, on va dire. Mais non, mais comme je l'ai dit, je lui dis, vous êtes peut-être très bon en contrôle de gestion. Par contre, pour l'enseignement, il faut repasser des cours. Donc, ce qu'on fait, je vous apprends à enseigner, puis vous m'apprenez le contrôle de gestion. Il Mm, considérait que si vous étiez une femme, vous ne pouviez pas apprendre. d'accord. Tu vas pas avec le dos de la cuillère. Bah, ouais, parce que faut se dire que les milieux de la tech, c'est des milieux ultra masculins. La Ouais. donnée, c'est des milieux méga masculins. Et que du coup, vous arrivez en ayant une casquette de prof d'art plastique. Il faut creuser son trou, il faut faire son. Comment dire, faut prouver, il faut en fait se construire son autorité peut-être un peu. Oui, si, peut-être, ouais. Et du coup, toi, là, tu es en train de monter ton entreprise finalement. Ouais. Donc, tu as un statut de quoi aujourd'hui? Alors là, on était en train de déposer les statuts. Justement. Mais Parlons du coup, statut. alors nous, on aura. Alors moi, j'ai un double statut. Enfin, ouais, moi, je fais de la direction marketing à temps partagé. Donc, du coup, je me garde une partie de mon temps qui est assurée chez des annonceurs, donc chez des entreprises. Oui. Statut d'auto-entrepreneur depuis que j'ai réouvert l'année dernière pour pouvoir donner des cours justement dans certaines structures et intervenir sur des missions vraiment, voilà, des tarifs peut-être plus intéressants pour des très petites entreprises. Mhm. Et à côté, on monte une société où là, du coup, on va être en SARL normalement. SARL. Donc, Ouais. SARL, est-ce que tu peux juste rapidement dire un peu, parce que si on ne sait pas trop ce que c'est, en quelques Alors, mots? je t'avoue qu'on est 5 associés et c'est une personne qui s'occupe des papiers. D'accord.
C'est pas ton truc. Ah ouais, non, cette partie-là, en fait, il y a un moment donné où il faut apprendre à sécuriser certaines choses et le droit du travail change très vite et les entreprises aussi. Mm. Et en fait, les contrats m'angoissaient beaucoup. Et du coup, on a donné des parts à quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. D'accord. Micro-entrepreneur, c'était pas assez sécurisant. C'est ça que tu m'expliques par Non, c'est rapport. que micro-entrepreneur, tu peux pas le faire à plusieurs et qu'aujourd'hui, nous, on a des développeurs. Enfin, moi, je travaille avec des développeurs. D'accord. En fait, ma société, elle monte des agents conversationnels de A à Z. Donc, on a Mhm. développé ce qu'on appelle un produit SaaS que tu peux installer sur ton site pour faire du SAV, des choses comme ça qu'on va écrire avec toi. D'accord. Et en entreprise, je fais d'autres activités plutôt marketing. D'accord. Alors, marketing, c'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'autre activité? Alors, l'autre activité, ça va être d'aider des entreprises à écrire des stratégies et des roadmaps de communication en fonction de la rentabilité, du secteur, des utilisateurs et de la concurrence notamment. Tu t'adresses plutôt à un public d'entreprise, toi. Donc, tu n'es pas avec comment dire, des particuliers, pas tellement en fait en contact avec des Alors, auto-entrepreneurs ou. en fait, c'est beaucoup des entrepreneurs qui lancent des petits éléments, mais du coup, je considère tout le monde comme une entreprise parce que la Oui. démarche, elle est la même en fait. Ok. Même si tu es tout seul, tu vas avoir des concurrents. Enfin, tu vois, je veux pas que l'entrepreneur il se dise bon bah moi je suis tout seul, donc il y a des éléments que je mets de côté. Pour moi, on doit lui offrir la même qualité de service, qu'il soit tout seul ou qu'il soit 200. Oui. D'accord. Donc après, on va s'arranger sur les prix parce que les budgets sont pas les mêmes. Et effectivement, on n'aura pas les mêmes accès aux données, c'est pas le même temps de travail. Mais nous, l'objectif, si aujourd'hui on a monté la société IA Marketing, c'est pour pouvoir apporter de l'intelligence artificielle et de l'analyse de la donnée à des TPE et à des PME. Alors, c'est un secteur en pleine enfin, explosion, croissance. Du coup, vous avez beaucoup de travail, j'imagine? Alors aujourd'hui, on se plaint pas parce que nous, l'avantage, c'est que comme on a. Enfin, alors là, voilà, je te dis, on va se lancer officiellement début avril. Là, c'est un peu retardé. Enfin, donc voilà, entre avril et Oui. mai, on aura nos statuts. Après, on est tous des gens qui travaillent déjà dans le milieu. Donc, il y a 3 développeurs qui ont tous des statuts d'auto-entrepreneurs, donc qui font des missions ponctuelles de développement dans leur spécialité. Ouais. Et du coup, moi qui fais du market, et là, on monte notre produit et on a déjà commencé à faire des workshops avec certains clients. Après, l'avantage, c'est que nous, notre objectif, c'est d'apporter un service premium. Donc, pour l'instant, on ne veut pas forcément grossir. C'est pas un objectif, en fait. Nous, on veut vraiment accompagner les gens. Oui. Je veux Vous pas êtes qu'on soit plutôt dans, comment dire, service premium avec peu de clients, mais en allant loin avec vos clients. Ouais, dans la durée et puis dans la proximité aussi. Que tu vois, ils ont un intervenant unique. Enfin, voilà, on a essayé d'apporter ce qu'on n'avait pas forcément trouvé dans les entreprises chez lesquelles on avait été. Et toute cette partie-là que tu as passé d'abord après l'éducation nationale par travailler pour d'autres, et puis maintenant ton auto-entreprise et ensuite une SARL. Est-ce que tu as eu des ressources à disposition ou bien simplement tu as trouvé les personnes qui pouvaient en fait t'aider, tout ce qui est administratif, tout ce qui est. Comment est-ce que tu as pu te faire accompagner sur. C'est du réseau. C'est du réseau? Déjà, voilà, les associés qu'on a, donc moi et mon frère, on est 2 associés. À l'intérieur, on a 3 autres associés. Les 2 autres associés, on les a trouvés dans notre précédente mission. On travaillait tous les 2. Oui. Donc, du coup, ils ont été séduits par le projet et maintenant, on travaille donc à 4. Et pareil, c'est du réseau, la 5e personne qui s'occupe de la partie financière. D'accord. Donc, l'avantage, moi, j'ai gardé une patte dans le cinéma. Je fais encore du cinéma documentaire. Donc, du coup, ça me permet d'avoir un très, très gros réseau. Tu arrives à caser tout ça dans ton emploi du temps? Et pas pour l'instant, oui. C'est toi qui commandes ton emploi du temps. Les journées peuvent être beaucoup plus longues. D'accord. En fait, c'est une passion, le cinéma, finalement. Oui, et puis là, on travaille sur l'accueil de jour des SDF à Lyon avec la société Contrepoint Production. Et Oui. ça doit faire 18 ans qu'on travaille ensemble. Et avant, on avait travaillé sur tout ce qui est accueil des prisonniers et des délinquants sexuels. Donc, on est habitué à travailler sur des sujets pas simples. Ouais. D'accord. Il y a un petit côté associatif aussi par rapport Complètement. au cinéma. Ouais. D'accord. Donc tu es bien occupée. Je te le confirme. Non, j'ai l'avantage de pouvoir avoir un entourage qui me donne la liberté de travailler
sur des grandes amplitudes. Et pour la suite, alors, qu'est-ce que tu envisages? Est-ce que ça va être la continuité de ce qui se passe aujourd'hui ou est-ce que tu as encore envie de toucher à une nouvelle discipline, quelque chose que tu n'aurais pas encore fait? Est-ce que tu as déjà une idée même sur où Non, tu là veux aller? déjà le lancement c'est quand même un gros challenge parce que jusqu'à présent c'était Lydie qui touche à plein de sujets et là on a un peu tous la responsabilité les uns des autres. Oui, Du coup quand on se monte en société c'est pas tout à fait les les mêmes responsabilités sont objectifs. différentes, ouais. C'est ça et puis du coup il faut délivrer un service. Enfin, voilà, les clients deviennent les nôtres donc c'est vraiment une aventure humaine différente. Et vous vous faites connaître par le bouche à l'oreille ou bien vous avez aussi d'autres façons de… Alors, on a un site internet, on a des profils LinkedIn qui sont assez. Voilà, on a une LinkedIn, stratégie oui. en social media qu'on va travailler. Et après, effectivement, aujourd'hui, on est enfin, chacun a sa personnalité et du coup, les clients, ils vont venir par la personnalité. Nous, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est la transparence. Donc, il y a des clients avec qui on ne travaille pas parce que ce qu'ils nous demandent, on ne sait pas le faire et du coup, on va essayer de les rediriger vers des partenaires. Mm. Et voilà, et ce qu'on veut, c'est délivrer des produits vraiment de service premium et puis que les gens soient contents. Et cette notion de travailler avec des profils utilisateurs, c'est passionnant parce que du coup, quand tu dois construire un parcours pour des clients ou des utilisateurs, tu dois apprendre un nouveau métier. Et du coup, Donc, c'est très stimulant. En fait, ça te correspond bien à toi parce que toi qui aimes en fait apprendre toujours des nouvelles choses, bah, là-dedans, tu te retrouves comblé dans cette partie-là où tu as toujours des nouveaux challenges qui arrivent pour c'est chaque ça. client finalement. C'est ça. Chaque client, ça va être pas le même dataset à apprendre, à appréhender, pas la même ligne de produit, pas la même stratégie, pas les mêmes clients. Il y a des gens qui font que du B2B, donc c'est pas du tout la même communication. Puis du coup, je forme des gens en interne qui vont commencer à intégrer donc tout ce qui va être profil rédactionnel, copywriter, pour tout ce qui est discussion, échange de chatbot. On crée des méthodologies, c'est hyper passionnant. Enfin, donc voilà. Donc déjà, Oui. si j'arrive à livrer mes clients, ce sera et les garder dans la continuité et simplifier le parcours. Fidéliser et puis grossir avec tes clients aussi, les accompagner. Voilà, en partenariat. Et puis voilà, et puis nos bots, ils ont des particularités un peu sociales. Là, on est en train d'en faire un justement pour un cours d'art plastique qu'on va faire avec donc mon mari Christophe pour que les élèves ils puissent, on s'est dit sur un niveau, avoir un apprentissage qui est peut-être un peu plus fun que Ah, juste. donc une application pour la classe, c'est ça? Quelque chose… Ouais, là, on se lance à tester. Comme il est obligé de faire ses cours à distance, je l'embête tout le Ah temps pour oui, en ce moment, bah oui. Comment il fait? Il utilise Pronote, c'est ça? lui, il a école directe. D'accord. Et du coup, il pourrait utiliser ce petit chatbot pour converser avec ses élèves, même quand lui, il n'est pas présent, c'est le concept? En fait, l'idée, c'est que ce soit le chatbot qui puisse délivrer le cours à sa place sans qu'il soit connecté. En Ah. fait, on est en train de créer un parcours où, du coup, l'élève, il peut cliquer, afficher différentes réponses, zoomer sur les images, etc., etc. Et en fonction de ses réponses, le chatbot s'adapte à ce qu'il va lui délivrer ou ce qu'il va… Un parcours plus ou moins facile, ouais. D'accord. Donc, c'est un gros projet, ça, non? On va voir si on arrive à le mener parce que c'est pas comme quand tu as un client, il faut aller plus vite là. Oui, mais en fait, vous testez ça sur ton mari et si vous arrivez à finaliser quelque chose, vous pourriez peut-être aller vers un partenariat avec l'éducation nationale, pourquoi pas? Oui, j'y ai pas pensé encore. D'accord, ça c'est vous êtes au tout début, mais c'est quelque Ça, chose qui peut se développer pour la suite, c'est sûr. Moi, j'aimais bien l'idée de… Ce que j'aime dans ce qui se passe actuellement, c'est que du coup, quelque part, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas être scolarisées aujourd'hui à cause des phobies scolaires ou de Mmh, l'autisme notamment. oui. Et je me dis que de se frotter un petit peu à la digitalisation d'un métier, même si c'est extrêmement dur à faire, si on arrive à garder l'effort que les enseignants mettent actuellement pour transformer leurs cours numériquement, ça peut être très sympa d'avoir une plateforme pour ces élèves qui sont déscolarisés. Il y a encore de la place pour ça. Je pense qu'il y a il y a un marché qui va, si on peut parler de marché, qui va se Oui, développer en tout cas par rapport à ça. C'est sûr qu'il y a du travail encore, ouais. c'est ça. Moi, je sais que si je devais me reconvertir aujourd'hui, c'est là-dedans que j'ai. Oui, d'accord. Et du coup, par rapport aux enseignants qui réfléchiraient à des métiers du web, comment est-ce que tu pourrais les encourager? Est-ce que tu dirais que le web, c'est une vraie opportunité aujourd'hui pour les enseignants? Oui, enfin pour n'importe qui d'ailleurs, mais oui. Pas pour Bah, n'importe qui.
Raconte, explique un peu rapidement ce… Pour moi, pour n'importe qui, parce que le web, c'est le premier métier à avoir numérisé son parcours. Donc, vous pouvez vous former en étant à distance. Déjà, ouais. Première facilité, ouais. Voilà, vous pouvez vous former dans des bases de code, voir si ça vous plaît. En tout cas, ça vous permet de tester un métier sans avoir pris de risque. Ni financier, ni rien. Moi, je sais que voilà, pendant mon arrêt maladie, j'ai fait ma première web série transmédia. Donc, j'ai appris à faire du WordPress, j'ai appris à faire de l'analytics, j'ai appris à faire à jouer avec les algorithmes de YouTube pour faire remonter mes résultats. Et du coup, quand je suis arrivée après à l'université, j'avais des micro-bases de dev que d'autres n'avaient pas fait parce qu'ils n'avaient jamais touché un WordPress dans leur parcours. Et ça m'a coûté 0, ça. Tu l'as appris seul, ça? Bah, j'ai suivi des MOOC et des choses comme ça. Après, moi, j'ai du mal à apprendre avec un apprenant. Donc, il faut vraiment… C'est pour ça que les arts plastiques m'allaient bien. Hein. Tout ce qui est empirique, c'est sympa. Tu es une autodidacte. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Autodidacte, parce que j'ai quand même 3 masters. Oui, mais bon, je veux dire ton approche. Ton approche est autodidacte parce que tu es capable d'aller chercher l'information seul, tu vois. C'est ça. Après, il y a des profs. Mon prof de marketing, il m'a fascinée et je n'aurais pas ce niveau-là sans lui aujourd'hui. T'as été inspirée. Je suis un très mauvais élève à avoir à l'école. Hein. Mais bon, l'école, c'est bien loin derrière toi maintenant. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est quand on parlait de pourquoi on quitte, c'est aussi que des fois, j'ai l'impression que c'est compliqué de s'adapter à des systèmes et que, en fait, ce qui est intéressant dans l'enseignement, et c'est ce que j'avais expliqué à un prof, c'est les profs ne comprennent pas qu'ils soient jugés sur leur CV quand ils sortent en fait de l'éducation nationale. Oui. Mais quelque part, le conseil de classe, il fait ça. Donc, en fait, pendant des années, vous faites ça à des gens et après, ils sont formatés à faire ça. Ils cherchent les mots-clés que vous leur avez appris à mettre dans un élément. Et on ne peut pas demander à une population de rentrer dans une case et de ne pas nous mettre dans une case. Ça fait réfléchir. Donc, je pense que quelque part, c'est des opportunités et tous les professeurs qui veulent aller vers du web, c'est l'occasion de faire la classe différemment, d'aller toucher d'autres élèves. Et puis, pourquoi pas après d'en faire un autre métier ou… Ah, mais complètement d'en faire un autre métier et de regagner sa pédagogie. Voilà, il faut regarder, parce que je ne suis plus à jour sur les textes des disponibilités, mais réfléchir peut-être à des mi-temps pour ceux que je comprends que la sécurité financière est importante. Mais pour moi, le web, c'est une opportunité parce que, à travers un ordinateur, oui, c'est virtuel, mais vous pouvez aller partout, quoi. Ouais, comme tu disais, la formation en ligne accessible et puis on peut tester par soi-même quelque chose à côté avant de se lancer. C'est souple, quoi. Voilà, et puis je trouve ça rassurant de se dire, bon, ça, je sais que ça m'intéresse et qu'au quotidien, ça va pas être une charge. Parce que se reconvertir dans quelque chose qui ne convient pas, ça doit être encore… j'imagine la frustration que ça peut engendrer, quoi. Oui, ouais, il vaut mieux rester où on est si c'est pour aller là où en fait on n'est pas en fait en harmonie avec ses talents, avec ses passions. En tout cas, moi, ça m'a appris que c'est pas l'enseignement que j'aimais pas, c'est vraiment la structure et que les ça me conditions. permettait pas d'être alignée avec mes valeurs. D'ailleurs, tu continues d'enseigner finalement d'une autre façon et avec d'autres publics. C'est ça. Ouais, en présentiel, avoir des classes de master, etc. Et après, c'est pas le gros de mon activité, mais déjà parce que ils nous permettent de vieillir moins vite. ça rajeunit d'enseigner. Je trouve que voilà, on est au courant, rien que dans le vocabulaire, en tous ces éléments-là, les élèves, ils sont quand même à la pointe de certains trucs que nous, on n'a pas le temps d'être. Hein. Ouais, c'est vrai. Après l'école, comment dire, on bouge plus, quoi. On a un certain, comment on pourrait dire, on se fige dans des modèles peut-être. Et après, c'est vrai que quand on revient en classe, on réalise qu'il y a un décalage avec le milieu adulte, le monde adulte. Ouais, puis même avec le professionnel. Et du coup, est-ce que tu aurais un dernier conseil pour des profs qui nous écouteraient et qui se diraient est-ce que moi j'en peux plus de ce que je vis et puis comment en fait me lancer ou un dernier conseil par rapport à ton parcours. C'est vrai que toi ton parcours il est multi-parcours.
Oui, mais je pense que tout le monde peut le faire. Alors, je pense que quand on est prof, enfin voilà, les enseignants ont raison, c'est un métier qui est extrêmement difficile, qui demande énormément de compétences humaines, ça demande de savoir gérer des groupes, ça demande, enfin, on sait que les gens qui nous managent sont pas des managers, alors que nous, on aurait peut-être des compétences en tant qu'enseignant de management qui paraîtraient beaucoup plus logiques. On arrive à s'adapter parce que, enfin, vous avez beau avoir le même cours en fonction de 2 groupes d'élèves et de 2 classes. Donc, en fait, c'est énormément de capacités et que faut juste rien écouter de ce qui se dit parce qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que l'enseignement et vraiment juste pas avoir peur du changement, quoi. Parce que Donc, par contre, c'est violent le changement. Sortir ouais. de sa zone de confort, c'est perdre le contrôle et c'est accepter de se dire, effectivement, moi, ma grosse blague, c'est en atelier avec des adultes, j'ai envie de vous prendre votre carnet. Donc, voilà. Donc, travailler sur ses peurs. Travailler sur Oui, ses c'est peurs. peur et tout ce qu'on a appris qu'on ne voit pas et qu'on ne nous dit pas assez. Toutes ces compétences qu'on a, qu'on n'imagine pas qu'on a. Enfin, il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent s'exprimer clairement devant 30 personnes. Hein. C'est vrai. Donner de la valeur donc à ses compétences d'enseignant. Oui, c'est ça. C'est vraiment se dire, OK, en fait, l'enseignement, qu'est-ce que c'est réellement et se faire une liste de, bah voilà, je fais appel à telle compétence et ces compétences-là, c'est ce qu'on appelle les soft skills et il y a même des hard skills à l'intérieur en recrutement qui sont extrêmement importantes. Et aujourd'hui, en ressources humaines, on vit un changement qui fait qu'on va commencer à chercher les gens par compétences et non plus par profil métier. Donc, peut-être réfléchir à un CV qui ne mettrait pas forcément en avant l'enseignement, mais Intéressant. toutes les compétences. Mettre en valeur dans son CV plus les compétences qui sont transférables d'ailleurs à beaucoup de domaines, compétences d'enseignement, de Carrément. pédagogie, que de réfléchir en se disant bon ben j'ai été prof de 2003 à maintenant telle C'est ça. discipline, telle école. En fait, finalement, tout ça n'a pas grand intérêt. C'est ça. En vrai, on sait construire une progression, on sait animer un groupe, on sait gérer un groupe, on sait gérer un conflit, on sait s'adapter. On essaye en tout cas. En tout cas, à partir enfin, on sait forcément le faire, même si c'est Oui. difficile. Ça On veut a dire cette flexibilité aussi cognitive peut-être, le fait de toujours complètement, vouloir voilà, on sait apprendre. réagir à des questions qui viennent de l'au-delà. Hein. Oui, c'est vrai. Ça nous est tous arrivé, je pense. C'est ça, donc en fait, on a une capacité dans une équipe à être un élément différenciant qui va apporter des choses. Et on Donc, sait apprendre parce qu'on est obligé de se former tout le temps. c'est vrai, on a cette souplesse aussi intellectuelle, ouais, on pourrait dire ça. Que C'est ça. ce goût de se former, d'apprendre, continuer à perfectionner aussi son enseignement. Et tout ça, c'est bien valorisé en fait aujourd'hui dans les nouveaux métiers, notamment sur le web aussi. Et on a besoin de pédagogues sur le web. Moi, c'est ce que je dis toujours. On a besoin aussi de gens qui savent transmettre, qui ont ces Et puis de compétences. toute façon, vous avez plus de demandes que ce qu'il va y avoir de métiers. Donc un profil, et puis il n'y a que des profils atypiques dans le web. C'est voilà, comme c'est des métiers nouveaux, vous avez des gens qui sont 100% autodidactes sur certains langages, d'autres personnes qui ont. Enfin, moi, dans mon entourage, là, je travaille avec des gens qui travaillent sur un domaine artistique et ils faisaient de la fusion-acquisition avant. Ils ont fait le parcours inverse du mien. Donc, la souplesse aussi au niveau des matières, des disciplines ou des domaines travaillés, en fait. Un peu multi-compétences, En tout cas, les enseignants ont des choses à apporter dans le web parce que de toute façon, ça fait appel à. Ça n'existe pas une seule discipline. La transdisciplinarité dont on nous parle tant, la pluridisciplinarité. Le web fait vraiment appel à ça et et je pense qu'il n'y a pas, même si c'est difficile dans les sous-domaines, il n'y a pas de jugement. Vous pouvez vous pouvez tester beaucoup de choses en prenant pas de risques financiers. Et moi, j'ai démissionné en janvier. Je n'avais pas démissionné avant. J'ai pris 5 ans de disponibilité pour convenance personnelle et là, donc j'ai vu qu'ils voulaient qu'on réintègre au bout des 5 ans et du coup, j'ai demandé une IDV qui m'a été accordée. Et du coup, ça fait que officiellement, donc je comprends la notion de risque financier. Sauf que moi, c'était plus lié à un syndrome de l'imposteur en me disant, mais mon Dieu, en fait, si demain je suis complètement has-been dans mon métier, parce que ça va très vite le web, il faudra que je revienne enseigner. D'accord, donc tu étais restée en dispo pendant toutes ces années. Ouais. Tu avais la chance aussi d'avoir eu cet accord de dispo. Et finalement, là, non, tu as pris cette décision récemment de Oui. quitter la dernière marche
De lâcher le parachute. Oui. Moi, En tout cas, je te souhaite plein de belles choses dans ce projet que vous êtes en train de lancer. Merci beaucoup. Et je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as délivré là. Je pense que ton parcours, il peut en inspirer plus d'un. Merci de m'avoir donné la parole et à très bientôt. Oui, à très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez retrouver le travail de Lydie, vous pouvez cliquer sur les liens sous cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la sortie du dernier épisode de cette saison qui est en fait le numéro 1, où je vous parlerai de la compétence clé que vous devez développer pour réussir, notamment sur le web. Je vous souhaite une belle semaine et abonnez-vous si vous voulez avoir les mises à jour de cette chaîne car des nouvelles vidéos sont en préparation. Et vous pouvez rejoindre ma newsletter dans le lien ci-dessous pour tout savoir sur la reconversion des enseignants et les opportunités du web. À très bientôt sur cette chaîne ou ailleurs.